Alors, Gilles Leguet, je veux prendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire vous, broker at Lloyd's, pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez à Londres et dans l'évolution du marché de Londres, et qu'est-ce qu'il y a comme, je dirais, point fort que vous aimeriez voir se transposer en Union européenne? Hein, bon, le Ouais. coworker, etc., Virtual Room, plein, Syndicate in the Box, tiens, on en a parlé. Alors, nous, on est spécialisé dans les risques maritimes. Et je dirais qu'on va surtout à Londres pour les risques corps et moteur et les risques marine abilities. Et là, je dirais en capacité corps et moteur, on a des difficultés en Europe pour trouver justement cette capacité et un savoir-faire sur un certain type de risque. Et c'est la même chose pour marine abilities. Et je pense que c'est vrai sur beaucoup d'autres lignes de spécialité où on va trouver ce savoir-faire beaucoup plus facilement à Londres, à la même place, au même endroit. Et si on ne trouve pas à cette place-là, à cet endroit-là, on va aller au box d'à côté, on va trouver. Et c'est cette facilité qui permet de trouver des solutions très rapidement. Alors, c'est très compliqué. Je voulais la question de comparer le marché européen avec le marché de Londres. Pour moi, est très, très compliqué parce que je ne perçois pas de marché européen aujourd'hui. Si on Mhm. parle de marché de Londres, on parle de aujourd'hui deux associations très fortes. L'International Underwriting Association, c'est les compagnies market, et le Lloyd's, qui est évidemment le plus important, le prédominant là-dedans. Et ces deux associations, elles sont organisées autour d'un marché très, très structuré, avec un système de collection des primes, un système de redistribution des sinistres centralisé, avec un système de placement digitalisé, complètement digitalisé aujourd'hui. Et si on écoute le Lloyd's aujourd'hui, on a le Blueprint 2 qui annonce leur nouveau plan, qui annonce ce système qui rejoindra ces deux systèmes de placement digitalisé en même temps d'intégration des primes et des flux financiers qui seront derrière. Donc tout sera intégré dans la même chaîne. Donc voilà, on est dans le maximum de ce que peut faire un marché en termes de structure. Et au niveau européen, je dirais qu'il y a un marché français, ça c'est certain, on a effectivement ça, il y a une structure du marché français, je ne le retrouve pas en Europe. Donc si je vais essayer de trouver quelque chose en Europe, c'est ça, c'est une structuration parmi tous les acteurs du marché, parmi toutes les compagnies, une volonté de vouloir euh, gérer une grosse partie de leur système de placement ensemble. Et encore une fois, je pense que la clé, une des clés, c'est quand même les flux financiers. Ça simplifie énormément le travail du courtier, surtout sur des risques de souscription sur lesquels on travaille, qui nécessitent de placer avec différents assureurs, et ce système de collecte des fonds qui garantissent un paiement rapide. Donc je dirais ça, c'est un petit peu ce que je voudrais retrouver le plus facilement en Europe. Alors Romain, c'est un peu paradoxal parce que là aussi, on a à la fois, je dirais, la fragmentation d'un marché où on peut passer d'un box à l'autre pour placer son risque, et puis d'un autre côté, un fonctionnement et je dirais, plus ou moins unifié, harmonisé, qui fait que ça a une puissance de feu qui est extrêmement importante. Ces deux aspects pouvant à certains moments paraître un peu antinomique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut évoluer avec la digitalisation? Et bon, alors on parle, hein, on voit la crainte qu'ont un certain nombre d'acteurs de passer en tout digital, d'avoir des flux de données qui circulent. Je veux dire que ça fait des siècles qu'on sait que l'information, elle tourne d'un box à l'autre Lloyd's, hein, qu'il suffit de tendre l'oreille et que c'est comme ça qu'on arrive à faire des statistiques de marché. Bon, est-ce qu'il y a une part là bon, si je veux bien que des puissances étrangères piquent des infos numériques, mais ceci étant, on pouvait envoyer des gens à Londres aussi avant. Donc, qu'est-ce qui est digitalisable et qu'est-ce qui est, je dirais, réplicable maintenant en Union européenne, sans être physiquement au même endroit? Et puis, quelle est la limite de l'exercice? Romain. Oui, mais c'est vrai que bon, de toute façon, l'information est vraiment le nerf de la guerre, hein, que ce soit au moment de la souscription ou de la gestion des sinistres. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont extrêmement sensibles. Et il y a une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que toutes les sanctions qui sont prévues à la suite du Brexit, elles ne pèsent que sur les assureurs, hein. Donc, si un assuré français estime qu'il a besoin d'aller s'assurer à Londres, il n'y a pas de sanction qui est prévue contre lui pour s'il veut aller s'assurer à Londres plutôt qu'auprès d'un assureur européen. C'est vraiment à l'assureur de prendre son risque. La situation est un peu différente parce qu'il y a la communication des données, parce que c'est vrai que les données personnelles, elles sont réglementées par le RGPD, hein, dans l'Union européenne. Et pour l'instant, c'est un sujet qui fait l'objet d'un traitement différencié dans l'accord du Brexit,
puisque le RGPD a vu son champ d'application temporel étendu jusqu'au 30 juin prochain. Donc, pour l'instant, on estime que les informations peuvent, dans le respect du RGPD, continuer à circuler entre l'Europe continentale et la Grande-Bretagne jusqu'au 30 juin prochain. Mais c'est vrai qu'on arrive assez rapidement là, à la fin du mois à cette nouvelle date butoir sans qu'on sache vraiment ce que l'avenir va nous réserver. Parce que de deux choses l'une, soit une décision d'adéquation, comme le veut le vocable européen, est adoptée d'ici là, ça laisse quand même peu de temps. Et à ce moment-là, on pourra continuer à échanger des informations avec les souscripteurs et les gestionnaires de sinistres britanniques de manière relativement facilitée. Soit il va falloir s'astreindre à différentes obligations pour pouvoir communiquer ces informations à l'étranger, notamment par l'insertion, vous savez, des clauses types européennes de protection des données, de binding corporate rules, des règles sociétales euh, contraignantes pour la communication de ces données. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui va être assez sensible parce qu'il ne peut y avoir d'opération d'assurance appropriée que si ces données sont communiquées. Et c'est vrai que pour reprendre en termes de Madame la députée, bon, moi je disais hier la sinistre d'un assureur qui me disait oui, bah, ici on a les plans d'ITER, hein, vous savez, le projet nucléaire à Cadérache, on a les plans de la Brinks, c'est quand même des sujets, des informations qui sont quand même extrêmement sensibles. Donc c'est vrai qu'il faut quand même qu'on sache dans quel cadre ça va s'intégrer cette communication des données, sachant que maintenant les Britanniques n'étant plus dans l'Union européenne, ils peuvent aussi changer leur réglementation quand bon leur semble. Donc c'est pour ça que avant de prendre une décision d'adéquation, il faut aussi s'assurer que ces données, si elles arrivent aux États-Unis, elles feront l'objet d'une protection adéquate. C'est vraiment un sujet qui va faire l'objet vraiment de beaucoup d'attention au cours des semaines à venir. Alors ça, c'est l'utilisation des données par les souscripteurs, les régleurs de sinistres qui sont en dehors de l'Union européenne. Il y a aussi tout ce qui est autour de la transmission des données. Valérie Formantian, vous vous intéressez à ces problèmes de cybersécurité. Est-ce que le fait d'avoir un acteur qui soit en dehors de l'Union européenne pose un problème particulier alors qu'on est à combien 40 km, hein, on se voit l'un l'autre. La question n'est pas de savoir s'il est en dehors ou à l'intérieur, mais à quelle législation il est soumis. Donc, la législation européenne a tendance à protéger les Européens, même si elle est largement perfectible. Mais si les Britanniques décident de ne plus respecter la directive de droit des affaires, le RGPD, la Solva 2, je ne sais quelle autre réglementation, on aura beaucoup plus de mal à lutter. De plus, l'extraterritorialité du droit américain pose d'ores et déjà des grandes difficultés en Europe. Si en plus ils sont appuyés par un acteur qui est à 40 km, on aura plus de difficultés encore de lutter contre cela, puisque du coup, on n'aura pas la possibilité d'étendre notre champ de protection sur les agents britanniques, alors que on a des possibilités d'action contre les Européens qui ne respectent pas ces directives. Alors, pour en revenir, merci, pour en revenir au sujet sur lequel nous étions, qui est la spécificité du marché de Londres, Frédéric Ders, pour créer un puissant marché européen, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des clauses types, il nous manque des captives, il nous manque des SPV. Qu'est-ce que vous voudriez voir se développer en Europe? Alors, vous êtes un de ces acteurs qui peut les faire se développer. Mais aujourd'hui, les captifs, pourquoi est-ce qu'il faut aller au Luxembourg ou en Irlande? Alors, vous allez me dire, c'est en Union européenne, mais après, on va à Guernesey ou on passe par Gibraltar. Et puis là, je sais qu'il y a Christian Bellissen qui est en ligne. Je ne vais pas dire ce qui peut passer par Gibraltar aussi dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on développe en Union européenne pure et dure? Est-ce qu'il nous manque des choses, Frédéric? Alors, non, je pense que techniquement, il manque pas grand-chose. Après,
les sujets, oui, ils ont été listés ou discutés, on les connaît tous. Il faut une infrastructure partagée, les services partagés, il faut des clauses types, il faut, voilà, il faut la protection des données, enfin un cadre juridique important. Je ne vais pas venir sur les. Mais pour moi, ça passe d'abord par une volonté à la fois économique et politique. En fait, si on regarde le marché de Londres, on ne va jamais pouvoir répliquer le marché de Londres, mais on peut créer un autre marché. Le marché de Londres, il faut regarder pourquoi il a été créé au départ et d'où il vient. Il est quand même d'une volonté voilà, de soutenir le commerce ou les sociétés britanniques. Après, ce commerce c'est un petit peu plus assagi, donc il s'est redéployé sur l'international, etc., etc. Donc il y a eu toute une sorte de motivation et qui est venue du secteur privé, parce qu'à l'origine, les compagnies d'assurance qui sont montées en Angleterre, c'est des sociétés privées. Et puis une certaine avance technologique ou technique et une façon de souscrire les risques qui est devenue plus actuarielle. Donc, bon, il y a eu des véritables raisons globales qui ont fait qu'après est venu se construire ce cluster, hein, c'est-à-dire dans une dimension très petite, énormément de services, de capacités d'assurance et de processus bien rodés pour pouvoir transférer les risques. D'ailleurs, je rappelle, c'est une évidence, mais l'assurance, c'est de transférer un risque opérationnel en un risque de crédit. Il y avait là aussi toute une structure qui a été faite pour limiter ce risque de crédit par ce mécanisme des Lloyds. Et puis plus tard, ces compagnies d'assurance institutionnelles, puisque en fait, on parle souvent des Lloyds dans le marché de Londres, mais le marché de Londres, c'est 50% Lloyds et c'est 25% des compagnies d'assurance classiques, et puis c'est 25% des courtiers qui même font souscrire par des compagnies qui ne sont même pas à Londres. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Pour moi, il faut d'abord une volonté de grands acteurs d'assurance et de réassurance clés pour développer un marché sur des lignes proprement dites. C'est-à-dire qu'on en a parlé tout à l'heure, puis c'est un grand classique. Hein, le marché des Lloyds est sorti du grand incendie de 1666 ou des besoins maritimes du commerce de la Grande-Bretagne. Quels sont aujourd'hui les risques qui peuvent avoir du sens d'être financés, assurés depuis un marché européen? À mon avis, c'est ça qui fera qu'on sera pertinent ou non. Et ensuite, comment on va réussir à attirer des capitaux? Parce qu'on ne le dit pas beaucoup et c'est un peu un mal français, mais avant de pouvoir mettre tous ces moyens en marche, il faut des. Non, non, mais donc voilà. Et moi, je pense qu'il faut être concret, c'est-à-dire qu'il faut savoir quels sont les besoins d'aujourd'hui en termes de lignes d'assurance. Et ce n'était pas ceux d'hier qui ont fait le marché de Londres, même si le marché de Londres n'est plus réduit évidemment aux marines. Deuxième chose, comment on peut attirer d'énormes capitaux? Aujourd'hui, vous regardez au renouvellement du 1er janvier, on a regardé ça à la score, il y a eu 23 milliards, je crois, de capitaux qui ont été levés, rien que pour les renouvellements du 1er janvier, par des nouvelles startups d'assurance. Je crois que le marché du private equity en France, en 2018 ou 2019, au total, c'est-à-dire le marché du private equity, c'est même pas ça. C'est moins de 20 milliards. Donc, il faut de l'argent, il faut de l'investissement massif de capitaux pour pouvoir se créer ce marché. Et puis la troisième chose, il faut pouvoir, et ça c'est plutôt, à mon avis, une entreprise à la fois politique et économique, il faut promouvoir la place de marché. Donc avec ses standards, ses usages, ses processus. Et là, Paris est quand même très bien placé. Une fois de plus, je regardais une étude en préparant cette session. Quand vous regardez post-Brexit, Paris arrive tout juste derrière Dublin, mais avant Francfort, pour le nombre de sociétés, et je ne parle pas que d'assurance, hein, là je parle vraiment de la finance en général, des institutions financières, le nombre de sociétés ou d'activités ou même de capitaux qui ont bougé, Paris arrive en numéro 2 ou 3, très proche de Dublin. Donc on n'a pas à rougir. Et enfin, il faut peut-être surfer sur les changements de paradigme dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la digitalisation, le télétravail, qui feront qu'on peut peut-être proposer un modèle un peu différent de ce qui est celui de Londres, parce que ce sera difficile de faire exactement la même chose. Et là, je pense que là aussi, on n'a pas à rougir de l'expertise qu'on a ou qu'on pourrait avoir très rapidement, sachant d'ailleurs quand on voit le nombre de Français européens qui sont à Londres. Donc voilà, donc pour moi, c'est un peu ces trois choses, hein, la volonté politique, la volonté de quelques grands noms d'assurances et réassurances qui seront pertinents dans les lignes de business ou les risques qu'ils traiteront en Europe, et puis surtout les capitaux qui pourront être attirés en Europe pour pouvoir solidifier
ce marché. Alors, du côté des capitaux, Paris Europlace s'est mobilisé et a été assez efficace du côté de la banque, un peu moins du côté de l'assurance. Christophe, par-dessus, la mobilisation, elle reste au niveau français ou il faut vraiment la porter au niveau européen? Et à ce moment-là, pour arriver à faire consensus, est-ce qu'il faut que ce soit plutôt neutre, placé à Bruxelles, ou est-ce qu'il faut que ce soit… Alors, je vais juste refaire un break de 2 secondes, mais si la personne qui met le couvert pouvait couper son micro, ça nous aiderait vraiment beaucoup. 33, 0, enfin le 06, 85, etc., 82. Merci beaucoup. Donc, si, et Christophe, si, c'est au niveau Moulin. c'est au niveau de Bruxelles ou c'est au niveau de… Et comment ça peut se faire, par exemple, par du bilatéral franco-allemand ou quadrilatéral en associant nos amis italiens, espagnols, par exemple? Quelle est la démarche? D'où est-ce que ça doit venir, l'impulsion? Moi, je pense que une partie de la réponse, peut-être pas toute la réponse, mais une partie de la réponse vient, à mon avis, bon, il y a l'aspect outil, il y a l'aspect pratique du marché. OK. Et je pense qu'une partie de la réponse, c'est aussi l'aspect contractuel. Pourquoi est-ce que le marché anglais est si attractif? Pourquoi est-ce qu'il fonctionne si bien depuis très longtemps? C'est qu'en fait, toutes les polices placées au Lloyd's sont, sauf exception, très rares, soumises au droit anglais. Les Lloyd's ne se posent pas trop de questions. Dans les formes des Lloyd's, d'ailleurs, le texte de base, la référence de base, c'est le droit anglais. Donc, tant qu'en Europe, on n'aura pas moi, je crois que tant qu'on n'aura pas en Europe un droit contractuel de l'assurance, de la police d'assurance, qui soit sinon parfaitement harmonisé, du moins suffisamment convergent pour qu'un assureur allemand se dise « Ok, c'est du droit français, mais enfin bon, ça ressemble quand même très, très, très fortement à mon droit national, voire ce sont les mêmes règles, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le statut des assureurs est parfaitement identique d'un pays à l'autre au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce stade-là sur le droit du contrat d'assurance. Tant qu'on n'a pas cet outil-là, ça me paraît assez difficile d'arriver à bâtir quelque chose qui pourrait rivaliser en termes d'homogénéité de fonctionnement et donc en termes d'efficacité à ce qu'il peut y avoir à Londres. La capacité du marché de Londres, notamment du marché des Lloyd's, elle est loin d'être 100% britannique. Elle est avant tout, je dirais même, je n'ai pas les chiffres en tête, mais elle est avant tout d'origine non britannique. Elle émane d'acteurs non britanniques qui viennent sur le marché de Londres parce qu'ils y trouvent des outils qui fonctionnent et ils y trouvent la possibilité de travailler avec d'autres acteurs qui viennent d'ailleurs sur la base de contrats qui vont fonctionner sur un régime juridique unique. Donc, sincèrement, tant que je pense qu'on n'a pas ça, on pourra faire tous les efforts technologiques qu'on veut, je pense qu'on restera avec un sacré handicap. Alors, il y a eu des travaux qui ont été menés là-dessus pour essayer de bâtir un régime de droit du contrat d'assurance qui soit harmonisé, voire unique en Europe. Mais pour l'instant, ça reste malheureusement à l'état de projet. C'est des projets qui tournent depuis longtemps, mais la convergence ne se fait pas vraiment. Et je comprends que ce n'est pas non plus une priorité de la Commission européenne que de travailler là-dessus. Bon, et je suis peut-être très réducteur en disant ça, mais je pense sincèrement qu'il y a un point à voir là-dessus. C'est-à-dire que ça, c'est pour les grands risques. Les grands risques, Christophe, corrigez-moi, mais on peut déjà les placer en langue anglaise. Bien sûr, tu as raison, Jean, mais aujourd'hui, un grand risque, tu as un assureur allemand il va pas rentrer de gaieté de cœur dans une police de droit français. Il faut quand même faut être assez réaliste. Bon, s'il peut avoir un texte de droit allemand, il préférera avoir un texte de droit allemand ou un texte de droit anglais parce qu'il va mieux connaître le droit anglais. Bon. Donc, la réglementation, effectivement, permet d'avoir cette souplesse, mais ce n'est pas parce qu'on a la souplesse que ça donne envie aux acteurs de s'y plonger. Et sincèrement, je pense que le gros pas à franchir, c'est d'aller vers cette harmonisation du droit contractuel au niveau de la police d'assurance. Donc, il y a besoin de volonté politique, de capacité financière, d'une cohérence et d'une convergence au niveau juridique. Madame la députée, vous avez un beau panier là d'activités pour
pour les prochains mois. Alors, le sujet, c'est que c'est au niveau du Parlement français que vous agissez en premier lieu, mais après, derrière, comment peut se porter la voix de la France au niveau de l'Europe? À vous entendre, j'ai l'impression qu'on part de zéro en fait. C'est ça qui est dommageable, alors que l'assurance existe depuis, je ne sais pas, des grosses dizaines d'années. Non, mais clairement, le marché unique est dysfonctionnel et dans tous les secteurs d'activité. On n'a jamais réussi à l'harmoniser jusqu'au bout et on le ressent de plus en plus souvent alors que l'Union a besoin d'être forte et unie. Et le marché unique, malgré toutes les directives, est encore pas atteint parce que le droit fiscal est différent, le droit des contrats est différent, ne serait-ce que la réglementation en termes de distribution de courrier et de colis est différente. Donc, on a un vrai sujet en la matière et tant qu'on n'aura pas harmonisé, on ne pourra pas espérer de faire le poids du point de vue international. En ce qui concerne les capacités, je ne sais pas si elles existent sur l'ensemble du territoire européen, mais en tout cas en France, on a des difficultés, mais on souhaite aussi progresser en la matière et notamment au sujet des captives, puisque il y a une volonté du Parlement et de l'exécutif d'avancer sur ce sujet et pouvoir offrir des services comparables à ceux du Luxembourg. On a besoin de volonté du terrain, encore une fois. Et même si je ne travaille qu'en France, que ce soit les parlementaires européens ou les parlementaires français, on ne pourra que soutenir les acteurs qui souhaitent converger. Et à un moment donné, on est tiraillé aujourd'hui entre la concurrence et le besoin d'harmonisation. Et je pense qu'il faut faire des choix. Soit on joue à la concurrence dure à l'intérieur de l'Union, mais on perd de notre compétitivité, notre résistance face aux acteurs extra-européens. Soit on met un petit peu de l'eau dans notre vin, et ça c'est très français comme expression, pour pouvoir harmoniser notre propre marché, ce qui nous rendra ensemble plus forts vis-à-vis des acteurs extra-européens. C'est un choix des acteurs à faire. Le politique suivra. Et là, ce n'est pas un manque de courage ou d'engagement ou de volonté politique. L'harmonisation de l'Europe, ça fait longtemps qu'on la souhaite. Je pense que c'est encore une fois une question, je suis très libérale en la matière, c'est une question de marché et le politique mettra en œuvre le nécessaire pour suivre. En tout cas, sachez que les parlementaires de la majorité, autant que Bruno Le Maire sur les questions économiques, on a essayé de progresser sur le sujet. Et même si on trouve des résistances au niveau national, c'est surtout dans le dialogue avec nos voisins européens qu'on peut trouver des accroches et des désaccords plus ou moins profonds. On se souvient tous de ce qui s'est passé sur l'assurance de crédit. Tout le monde... c'était une compétition, notamment entre les Allemands et nous, quoi. Donc, et tant qu'on sera dans la compétition intra-européenne, on va perdre des capacités, on va perdre des clients qui iront à Londres pour souscrire des contrats et donc de notre résilience. Alors, il y a les deux aspects, hein. Il y a d'une part le fait qu'on est dans une période de relance économique et donc ça peut amener à un certain nombre de changements de comportement, notamment des acteurs qui ont été assez largement soutenus par l'État, hein, à travers la période que nous avons presque, j'espère, fini de traverser. Et puis, la deuxième chose également, c'est qu'on a vu avec votre collègue Jacques Maire, qu'à certains moments, quand les politiques interpellaient les entreprises et que les entreprises ne répondaient pas, je dirais, en prenant en compte cette dimension politique, le politique avait les moyens de quelque part les sensibiliser à la nature de la question et qui n'appelle pas forcément une réponse technique. Donc, on va peut-être
voir aussi dans les mois qui viennent comment l'ensemble de l'écosystème arrive à rebondir après cette période de crise, et puis s'il y a une convergence dans les réponses qui peut s'établir. Je vais me retourner vers Pascal Lecointe. Pascal, est-ce que nous avons des questions sur le chat ou qui sont parvenues via mail? Pas à ce stade, non, pas encore. Alors, je vais peut-être en poser une qu'on avait et qu'on avait gardée pour la bonne bouche, justement, autour du Covid. Ah ben, il y a Christian Bélissen qui nous pose une question. Les différentes solutions envisagées par le Lloyds pour continuer à travailler en Europe tout en conservant le travail effectivement fait à Londres, ne risque-t-on pas de créer un précédent permettant à n'importe quel pays tiers de faire de même? Alors, je sais que Christian était particulièrement sensibilisé sur tous les aspects liés à la construction et à l'assurance construction, et notamment, je dirais, au trou dans la raquette de la règle du contrôle européen sur ces sujets-là. Mais à partir du moment où effectivement on ouvre une porte pour travailler à l'extérieur de l'Union, est-ce que c'est pas un appel d'air qu'on est en train de créer? Alors, je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Romain sur un plan, j'allais dire politiquement correct. Sur un plan juridique, l'Angleterre et n'importe quel pays tiers maintenant, si vous voulez. Ouais. Donc effectivement, ce qu'on accorde à l'Angleterre, sauf à ce que ça tombe dans le cadre d'une des dispositions du traité de séparation, ça tombe dans le droit commun de tous les autres pays tiers, en gros de l'OMC. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ce qu'on accorde à l'Angleterre, il faut qu'on l'accorde à tous les autres pays, notamment au titre de la clause de la nation la plus favorisée du GATT. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut avoir en tête le fait qu'il peut y avoir ces répliques et cet effet-là. C'est pour ça qu'il faut être assez vigilant. Après, il n'y a pas beaucoup de places qui vont avoir cette capacité à dire on va gérer depuis Beyrouth ou Colombo les sinistres d'assurance, si vous voulez. Donc le problème en pratique ne se pose pas de la même manière, même si juridiquement, effectivement, il se posera. Ouais. Un mot à ajouter peut-être d'un de nos autres intervenants? Non, pas nécessairement. Sans ça, je vais commencer par vous, Romain Dupéré. Qu'est-ce qui vous semble être, si on prend en guise de conclusion, peut-être en une minute, qu'est-ce qui vous semble être le point le plus important à surveiller, piloter dans les mois qui viennent en lien avec ce fameux Brexit et sa mise en application? Il y a deux points d'actualité qui sont particulièrement intéressants. Le premier, c'est la réglementation des données personnelles. Dans quelles conditions on va pouvoir échanger des données personnelles avec les acteurs britanniques? Parce qu'effectivement, si on ne peut pas ou si une décision d'adéquation n'est pas prise, il va falloir que des mesures soient prises par chacun des acteurs de la chaîne de l'assurance pour encadrer ce transfert d'informations, et ça peut être assez pesant. Le deuxième point d'actualité, c'est quid de l'externalisation? Dans quelle mesure on est sévère sur l'externalisation des prestations accessoires à l'assurance? Évidemment, l'assureur, il n'est pas là que pour encaisser des primes, il faut qu'on sache si oui ou non, il peut gérer les sinistres en particulier. C'est comme ça qu'achètent les assurés, c'est la gestion du sinistre. Donc, est-ce qu'il peut gérer son sinistre exclusivement d'un pays qui ne fait plus partie de l'Union européenne? C'est pour ça que le point d'actualité à suivre, c'est notamment l'évolution de la situation de Londres, qui va permettre de voir quel est le degré de sévérité qui va être celui des autorités de régulation européennes sous l'œil de l'IOPA, qui elle-même essaye d'éviter qu'il y ait un forum shopping et qu'il y ait une course, si vous voulez, à au moins 10 ans. Donc, elle va quand même veiller à ce que les autorités bruxelloises n'accordent pas n'importe quelle condition pour récompenser le Lloyds d'avoir choisi cette option. La dernière chose, c'est effectivement quelle est la réaction du marché français d'assurance. C'est vrai moi, je ne suis pas un acteur, donc je regarde ça un peu de l'extérieur, mais il a l'air tellement concentré sur quelques très grands acteurs qu'il apparaît vraiment très différent de ce que peut être le marché de Londres, où vous avez beaucoup d'acteurs très agiles qui vont se placer sur des marchés qui n'intéressent pas forcément les grands acteurs français et qui ont du mal à se voir autrement contre concurrents parfois et à se structurer comme des partenaires de prise en charge d'un risque.
Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, Paris Europlace, Choose Paris, etc., ont su attirer l'European Bank Authority et JP Morgan Chase et Goldman Sachs et Bank of America et tant d'autres. On n'a pas eu le même succès en assurance, notamment parce que le marché ne s'est pas montré aussi dynamique. Et je dois dire que de ce côté-là, je pense que les pouvoirs publics ont pas trop de reproches à se faire. Hein. C'est pas non plus à eux de montrer qu'il existe de l'argent ici. Il faut que cet argent existe et circule. Et je pense d'ailleurs qu'on le voit bien avec les captives, il y a des propositions extrêmement dynamiques qui sont faites. Donc je pense que les pouvoirs publics sont à l'écoute. Si le marché des captives pouvait être redynamisé, ça contribuerait à redynamiser ce marché, je pense, et à bousculer peut-être un peu les acteurs traditionnels. Donc voilà, donc il y a les données, il y a la gestion des sinistres, et il y a aussi la réaction business du marché parisien qui me semble devoir être voilà, regardée avec une particulière acuité. Alors, cette dimension agilité, Frédéric Ders, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pouvez contribuer? Est-ce que vous avez, je sais pas, des startups en incubation, je dirais des pépites que vous pouvez aider à se propulser justement et à fournir des offres alternatives? Oui, et c'est bien là le mot, Jean, c'est l'alternative. C'est-à-dire, une fois de plus, moi je suis convaincu qu'on ne peut pas recréer le marché de Londres. On ne va pas rentrer dans les détails, mais une grosse partie du marché de Londres, c'est ce qu'on appelle la délégation souscription, c'est-à-dire c'est une forme d'automaticité de la souscription et ça va très bien quand on a une logique de distribution ou des pays très grands comme ceux des États-Unis. On aura du mal à recréer ces marchés qui existent déjà. En revanche, on a, comme c'est dit à l'instant, des pépites d'expertise. On a des choses qui sont purement européennes en termes de connaissance de risque, mais aussi en termes de secteur d'assurance. Je vais vous donner un exemple. La décennale, c'est par définition un produit d'assurance magnifique qui est lié à la construction. Et Dieu sait, c'est l'infrastructure. Vous avez qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui, les sommes astronomiques qui sont discutées dans les pays ici ou là. C'est un sujet d'actualité. On peut très bien réfléchir aujourd'hui. Escor est un des acteurs prépondérants à soutenir ces assureurs qui font de la décennale. Et Escor a aussi l'expertise sur ce sujet, comme d'autres en France. On pourrait très bien se dire qu'on pourrait créer en Europe et bien sûr en France une place de marché sur le risque de construction. Et à mon avis, c'est comme ça que ça doit commencer. C'est-à-dire, effectivement, il faut faire de l'harmonisation juridique pour pouvoir réussir à travailler et regarder les États-Unis. Enfin, s'il y a un carcan juridique qui peut être illustré par un pays, c'est bien celui des États-Unis. Vous avez 50 États, 50 commissionneurs, c'est-à-dire régulateurs. C'est l'enfer. Et malgré tout, vous avez un marché de l'excess and surplus, qui est l'équivalent de la libre prestation de services, qui fonctionne très bien. Donc, et pourquoi? Parce qu'il y a des risques qui sont dits des risques de spécialité, dans des risques qui sont un peu plus complexes, peut-être un petit peu moins faciles à gérer par État. Donc, on pourrait avoir ce même genre de réflexion, c'est-à-dire se poser la question, est-ce qu'il y a des risques de spécialité spécifiques, complexes, dans lesquels l'Europe est peut-être mieux placée que les autres, pour lesquels on va essayer d'harmoniser l'Europe mieux placée que les autres, notre système juridique, alors peut-être pas sur tout, mais au moins sur cela, pour créer un marché, pour attirer des capitaux. Et là, je pense que la SCOR, comme d'autres acteurs européens, auront cœur à soutenir ces initiatives, oui. Christophe, par-dessus, un mot peut-être avant que je passe la parole à Madame la députée pour conclure. Je souscris à ce qui a été dit tant par Frédéric que par Romain. Je pense que les éléments ont bien été identifiés. Ce que je peux vous dire sur la protection des données, c'est que Marsh et puis E.ON, pour ne pas les citer, ils sont déjà tenus par les Binding Corporate Rules depuis longtemps. Donc la protection des données, on peut s'en donner les moyens. Nous, on a mis ça en place en 2018 ou 2019, juste après en fait, au moment de la mise en place de l'entrée en vigueur du RGPD. Donc, il y a moyen, enfin, on peut se donner les moyens d'avoir une protection des données qui soit satisfaisante et qui répondent aux critères de la réglementation européenne. Donc non, j'ai rien à ajouter par rapport à ce qui a été dit par Romain et par Frédéric. Madame la députée, je vous demandais de bien vouloir avoir le mot de conclusion et puis peut-être informer des vœux pour notre marché.
Ce que je peux en conclure de notre conversation très dynamique, et je remercie tout un chacun d'avoir exprimé son point de vue, c'est que le Brexit est autant un problème qu'une opportunité forte pour le marché européen. Donc, à nous de choisir finalement comment nous le vivons. Ça peut être un handicap par rapport à certaines capacités et autres, mais ça peut être aussi une chance de se dynamiser, s'organiser et donner une visibilité différente. Il s'agit uniquement de la volonté du marché, parce que je vous assure que la volonté politique suivra sans aucune difficulté pour accompagner. Donc, à nous de faire les choses, à nous de donner les gages de flexibilité, de dynamique et de sécurité aux entreprises pour qu'elles restent sur le marché européen et à nous aussi de contrôler la qualité de nos échanges avec les Britanniques parce qu'on ne peut pas s'en passer pour tout, mais on peut réguler ça correctement pour que le marché européen se développe et atteigne finalement le niveau international pour peser hors de l'Union européenne tout autant que Lloyds a pu le faire à son époque. Alors, je vais me faire un peu provocateur, on va dire le Brexit, une opportunité pour l'Union européenne. Pourquoi pas? Écoutez, en tout cas, dans l'assurance, c'est ce qu'on va souhaiter. Je voulais vous remercier, Madame Formontian, pour votre participation. Christophe Pardessus, Frédéric Ders, Romain Dupéré, et puis bien sûr Gilles Leguet aussi qui a bien voulu témoigner de son expérience. Merci infiniment d'avoir participé à cette manifestation qui était co-organisée avec les souscripteurs internationaux de Paris. Je vous dis à très bientôt, très bonne soirée et vive l'Europe. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir et merci à tous. Et merci Au revoir, à tous. merci. Merci. Merci Christophe. Merci à tous. Au revoir et merci.